Dieu merci voilà, et de vous intéresser au patrimoine. Donc ce soir, on fait une projection de cartes postales, des cartes postales pour les 9/10e. Il y aura un petit peu de vieilles photos également que j'ai glissé entre deux parce que c'était intéressant. Donc il y en a qui sont peut-être venus pour les cartes postales, parce que les collectionneurs de cartes postales, d'autres pour l'histoire. Bon, en ce qui concerne les cartes postales, on va en voir en noir et blanc, en couleur, et des noirs et blancs coloriés, en mat, brillant, vernis, moiré ou en cuvette. Alors, il y a des moments, je vais vous montrer un petit peu, on va voir un peu ces différences. Les éditeurs, alors il y avait des éditeurs nationaux, hein, comme la CPA, Photo Moderne, Trèfle, l'API, les monuments historiques également faisaient des cartes postales à l'époque. Et il y a des pieds-poids, en premier marchand évidemment, sous le nom de marchand, Veuve Marchand, Bétambeau, Sauvillière, Cognard, Gilet, et sinon on a des éditeurs Arquet, qui étaient des commerçants. Donc on a les éditions Pan, qui était le Café de Brassin de l'époque. Les émissions Thomire, c'est l'ancien petit magasin, on voit il y a un reste de magasin, qui était rue de la Chaussée avant l'hôtel de la gare. On a les éditions Orville, qui étaient à la place de la Caisse d'épargne. Les éditions Godard face à l'ancienne boulangerie Biès. Ah, d'accord. Alors on va faire pour avoir quand même un fil conducteur, on va avoir un trajet, on va suivre un trajet. Donc le trajet, on part de la route de Martin d'Église, rue Verdier-Monetti, rue de la Chaussée. Ensuite on tournera à droite rue Saint-Julien, puis à gauche à la pointe de la rue Albert-Toumire. De la rue Albert-Toumire, on prendra la rue des Bourguignons pour prendre la rue Le Barrois. On ira jusqu'à l'impasse Baudelot. Après, de la rue Rome, on ira place Mondardy, rue des Halles, place des Celliers, montée au château, et après la redescente du château, la rue du 8 mai 1945. Après, on montera les S pour aller sur Gruchet-sur-Arc et Canon. Voilà le parcours que je vous propose. Donc on part de Martin d'Église, l'auberge où on loge à pied, à cheval, en auto et en aéroplane, et on arrive à la pyramide. Alors la pyramide que l'on doit à la duchesse de Berry, petite fille d'Henri IV en 8e génération, une souscription est ouverte pour la construction de cet édifice que l'on appelle la pyramide et qui en réalité est un obélisque dû à l'architecte Frissard qui avait réalisé le petit théâtre à Dieppe. Alors là, vous voyez là, ça c'est une carte moirée, on voit qu'il y a des reflets. C'est principalement les galeries parisiennes. Et ils faisaient la même chose en noir et blanc. On arrive à la cité CTA. Alors, cité CTA comme comptoir des textiles artificiels, construite en 1920 et conçue par l'architecte Georges Turin. En creusant les tranchées pour l'arrivée d'eau, on découvrit les restes de voies romaines. En 1942, des projectiles destinés à la forêt d'Arc tombent sur la cité, faisant 9 morts. Alors vous êtes devant le dispensaire. Alors ça avait un double avantage, c'est-à-dire que les ouvrières de leur maison près de l'usine, ou des usines, et les usines avaient les ouvriers près d'eux aussi. Tout le monde était un peu gagnant dans l'histoire. Et on a une période toute cette période-là, c'était une période je dirais avant les syndicats, c'est-à-dire qu'on avait plus, c'est le paternaliste qui remplaçait le syndicat, et on avait réellement des patrons paternalistes.
Donc là, on voit plus l'architecture et la conception dessus. Bon, lorsque les montres sont tombées sur la cité, bien sûr, il a fallu les remplacer et on a au fur et à mesure augmenté un petit peu le nombre de logements. Il y a de temps en temps une voiture ou les voitures à choix, on verra que ce que nous apportent les cartes postales, c'est de nous montrer que le manque de circulation qu'il y avait à l'époque et les routes ou les rues appartenaient beaucoup plus aux habitants qu'aux passagers. Le calvaire d'Archel. Alors, inauguré en 1859, une bourrasque renverse le calvaire en 1876. Il est déplacé et ainsi protégé lors de la création du rond-point. Les deux routes. C'est la route de Saint-Nicolas qui était plus loin, c'est ça? Oui, t'es dur avec moi. Donc là où il y a la première carriole, à droite c'est Saint-Obalcoff. Et à droite c'est Saint-Obalcoff. On a la grille, on connaît la grille de la maison de l'ancienne armée du salut. C'est ce que j'avais dit. Donc là, On la voit voilà, mieux, là. on voit la grille, l'armée du salut. Enfin, je dis l'armée du salut, C'est pas si vieux que ça. L'armée du salut. L'armée du salut. Alors vous voyez l'état du calvaire, hein. On voit que le calvaire là est quand même là maintenant il est complètement rongé. Et on arrive en montant le chemin donc, de gauche, en allant sur cette colonne, on arrive à la forêt. Alors la forêt, je vais me mettre ça après quand même. La forêt a une superficie de 972 hectares. Les hêtres couvrent les 9 dixièmes de la forêt. Les résineux ont été plantés après la guerre. Citons deux arbres remarquables, l'hêtre de Montariol et la porteuse d'eau. Et une pensée pour notre ami Alain Gracia, qui avait encore énormément d'idées pour mettre en valeur la forêt. Ouais, donc Alain Gracia était un des responsables de l'ONF et avait prévu soit un circuit justement des arbres remarquables. Enfin, dans les arbres remarquables, il y a ces deux arbres-là, mais il y a également les arbres sur Martin-d'Église qui sont des arbres couchés et qui servaient à faire des navires grâce à leur forme. Il y a des arbres qui sont gravés pas loin de la pyramide avec encore des croix gammées, des choses comme ça. Et il y avait tout un circuit d'arbres remarquables. Sinon, il avait prévu un autre circuit qui était le circuit des points d'eau, ou le circuit historique qui longeait donc la cité CTA, la maladrerie, le cimetière des Castres. Donc il y avait déjà plein de circuits prévus au niveau touristique et puis Alain a disparu. Alors, on arrive sur le chemin de Saint-Obalcoff. Sur le chemin de Saint-Obalcoff, on va avoir le manoir d'Archel. Donc voici le manoir d'Archel. Alors, succédant à une forteresse, le manoir fut pris et brûlé par les Anglais en 1369. Le manoir actuel a été élevé dans la seconde partie du XVIe siècle. On trouve la famille d'Orassan de 1470 à la Révolution. Une plaque funéraire d'un d'Orassan, gouverneur du château, se trouve dans l'église d'Arc. Dans le jardin potager, on va la voir après, la vasque porte un écusson martelé du XVIIIe siècle sur lequel on devine les armes des d'Orassan. Comme tous les seigneurs du Moyen-Âge, les châtelains d'Archel avaient leur chapelle. Quelques fragments de pierre gravées de cette église sont conservés sur le mur extérieur de la maison de Claude Hébert,
près du moulin d'Archel. Alors, les pierres, les briques en mosaïque telles que vous les voyez, on en retrouve on en retrouvera tout à l'heure sur le bailliage, et il n'y avait pas de carte postale, on n'en verra pas, mais sur le derrière de la maison, la corne de cerf. Qui y est tiré. Il est toujours ouvert, le restaurant? Oui, ça c'est une carte noir et blanc coloriée. Voilà la fameuse vasque. Bon, c'est marqué Martin d'Église, mais plus bas, vous voyez pressoir normand, harpe à bataille. C'était une cuve de pressage? Non, c'est une indication de Zaragoza, c'est une vasque. C'est une vasque. Elle y est toujours. Donc on arrive à la maison anciennement de Madame Pécry. Oui. Son fils est vitronier. Et puis on arrive, bon c'est un petit peu flou parce que c'est une petite photo que j'ai prise, c'est le cinéma Garnier. J'ai connu. Donc le cinéma Garnier, l'ancienne poissonnerie de Dieppe fut récupérée pour en faire une salle de cinéma. À la place de ce cinéma est maintenant la résidence Henri IV. Donc voilà, cinéma Garnier, un programme de l'époque, la ville d'Oreille. Quand on était gamin, on avait l'arbre de Noël là-bas. Il y a longtemps. On arrive à la viscose. Alors les premiers textiles artificiels furent inventés pour imiter la soie, procédé à base de solutions viscoses. La Société française de la viscose, ayant son atelier à Paris, décide d'acheter à Arques une usine qui venait d'être construite. C'était une usine qu'avait fait M. Baudelot, j'en parlais tout à l'heure, pour faire une chaiserie. Ça a duré 1 an. Et comme s'il n'y avait pas assez de revenus, donc ils ont arrêté et la viscose, entendant parler d'une usine toute neuve, avec évidemment un personnel qui attendait que ça pour travailler, plus l'usine Toumir qui fournissait le charbon pour faire marcher l'usine, donc la viscose est venue. Mais beaucoup pensent que l'usine a été construite par la viscose, alors que c'est Baudelot qui a construit la viscose. Le démarrage de la viscose ne fut pas sans douleur, pour des raisons de salubrité, et heureusement, M. Ernest Carnot, qui était le fils du président de la République, Sadi Carnot, forme un groupement sous le nom de Comptoir des textiles artificiels, CTA. La CTA a fermé en 1972. Dès 1950, une reconversion avait été faite vers la fabrication d'une filiale, la société La Cellophane, productrice de films plastiques, papier diazo et machines à photocopier. Alors on a une période, là on va indiquer 2000 ouvriers, on a une période évidemment où Arques la bataille a été un centre d'usine, c'était l'âge d'or de l'industrie. C'était la zone industrielle de Dieppe. Voilà, la viscose en un seul mot.
Alors on arrive aux ballastières. Alors là, ce ne sont pas des cartes postales, ce sont des photos que j'ai achetées sur eBay. Des ballastières, de la construction des ballastières. Les ballastières, en 1923, se fait à Arques une exploitation de ballast pour les chemins de fer de l'État. Lors du creusement, l'excavateur ramena au milieu du sable et de cailloux une superbe hachette en bronze de l'art proto-historique. Certains qu'à Arques, on avait déjà deux choses, c'est-à-dire qu'on avait l'usine de charbon avec les chemins de fer de l'Ouest, ça s'appelait les chemins de fer de l'Ouest à l'époque, et les ballastières pour le ballast. Donc là, on voit bien l'usine Beaulot qu'on verra tout à l'heure. Une belle vue d'ensemble. Et on arrive à l'usine Toumir. Donc l'usine Toumir, d'où on vient, est à droite avant le passage à niveau. On va situer parce qu'il reste plus, en gros, il doit rester des morceaux du centre d'apprentissage qui avait été fait avec les trois usines, mais c'est tout, il n'y a plus rien de... Il y a un petit quelque chose de Toumir, vous allez le voir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En 1885, messieurs Toumir et son beau-frère, monsieur Leplay, achètent une petite usine de charbon près de la gare d'Arques. En 1928, l'usine est transformée pour une nouvelle fabrication, les briquettes perforées et les boulets. En 1906 fut adjoint un système de lavoir permettant une meilleure qualité de charbon. En quelques années, plusieurs hectares de prairies furent remblayés sur 2 mètres de déchets, ce qu'on retrouve encore actuellement. C'est que tout était dû à la gare. La gare, c'était le premier arrêt officiel, disons, parce qu'il y en a un petit autre pour le lait, mais disons que c'était le premier arrêt après Dieppe, donc en gros, Arques-la-Bataille a été la zone industrielle de Dieppe. Et les usines, toutes les 3 usines sont autour de la gare. On va arriver dans le passage à niveau. Alors, je ne sais pas si vous situez cette photo-là. On a la grande maison qui se situe là, en bas, derrière moi. Et on a bientôt le passage à niveau. Voilà, le passage à niveau. Et voici la gare. Alors, première halte après Dieppe, Arques devenant la zone industrielle de Dieppe. Les 3 grandes usines sont autour de cette gare. De nombreux ouvriers dieppois prennent le train pour aller à leur travail. Arques a également un attrait touristique évident, à voir le nombre d'hôtels ainsi que le nombre de cartes postales éditées. Alors pour les amateurs de cartes postales, les gares font partie des cartes postales difficiles à avoir parce que y a les gens qui collectionnent les cartes du village et les gens qui collectionnent les cartes de gare. Donc il y a bagarre et surenchère. Il faut plus intéresser. Donc on arrive, oui, alors donc là c'est l'hôtel du chemin de fer. Donc on avait l'hôtel du chemin de fer, et je l'ai pris en plus gros plan après, on va voir sur la droite, c'était les établissements gros ou rouge, je ne sais pas comment on dit, qui avaient la boucherie, et a priori qui avaient en même temps les corbillards. Donc on voit les 2 corbillards qui sortent de Chéreau, et on a, alors l'hôtel du chemin de fer, c'est actuellement maintenant Florissimo.
Voilà, boucherie premier choix. Et on a la rue de Voyageurs Rome. à côté. Oui. Alors, vous avez l'appellation rue de Rome parce que la rue de Rome allait de ce qu'elle est actuellement jusqu'au Manoir d'Archel, jusqu'au calvaire d'Archel. C'est-à-dire toute cette rue-là, c'est la rue de Rome. Donc vous allez voir rue de Rome marquée sur toute cette rue-là. C'était l'ancienne appellation, toute la rue. Ouais, là, on voit que les gens peuvent vraiment être sur la route. C'est vraiment ce qui frappe quand on voit la carte postale de cette époque. Si. Alors, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, Tomir, voilà le magasin Tomir. Vous voyez, vous avez le boucher qui était la boucherie d'Aman, à gauche, sur votre gauche. Et à droite, c'est l'établissement Tomir. Et donc, c'est eux qui étaient éditeurs de cartes postales au même titre que plusieurs commerçants marqués. Alors, on était très, dès qu'il y avait des fêtes, des processions, des choses comme ça. Une carte postale moderne, par contre. Donc, on a. Alors, c'est ni colorié ni en couleur, hein, c'est un peu merdique entre les deux. Donc là c'est le Brazza. Donc le café le Brazza. Et on voit le café alors là, le café Pan, qui était avant le Brazza et qui était éditeur de cartes postales également. Donc il y a une édition Pan, hein, on le voit sur le bas. Et voilà encore avant. Alors, sur cette rue que la chaussée en réalité maintenant, enfin, sur cette grande rue de Rome, il y a 3 ponts. Il y a le premier pont vers le Manoir d'Archel, c'est la Béthune. Le pont le plus vers l'école, c'est la Varenne. Et il y a un pont au milieu, il y a un 3e pont qui est un mélange des deux. Hein. Quand on regarde un petit peu, c'est les 2 rivières qui se mélangent dans un étang et qui forment la petite rivière qui coule sur le 3e pont du milieu. Donc ces 3 rivières-là, enfin ces 2 rivières, en gros la Béthune et la Varenne, rejoignent l'Aulne à Martin-d'Église et forment ce qu'on appelle maintenant l'Arc, mais qu'on a appelé dans le temps la Béthune et on l'a même appelé la Diabète. Alors ça c'est pour la petite histoire, c'est la carte la plus chère d'Arc. Alors c'est pas la plus belle, mais c'est une carte qui cote 200, 250 €. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, on avait dit quand on avait fait des expositions il y a quelques années, dans les infos, on avait demandé s'il y en a qui savaient ce que c'était, de quel pont il s'agit. Parce que c'est pas évident de savoir de quel pont il s'agit. Il y avait, on vendait des poissons avec une poussette comme ça, et il y avait des chiens qui étaient là pour aider un peu et tout, et on retrouve ce marchand de poissons, on retrouve la même chose à Dieppe, il doit y avoir deux marchands de poissons en carte postale à Dieppe, il y en a à Pourville, donc on retrouve, c'était le truc que Dieppe, le marchand de poissons avec son chien, qui vient de vendre le poisson à la carrette, avec une carrette. Alors le pont qu'on voit là, on va le voir plusieurs fois, lui il ne fait pas partie des 3 ponts que je vous ai dit, c'est le pont qui était dans le jardin d'agrément, je dirais, qui était en face de l'église, de l'autre côté de l'église, de l'autre côté de la rue Saint-Julien. Il y avait un jardin avec pont, et vous allez voir, c'était vraiment des jolies balades qui étaient jouables autour de l'église. Donc on le revoit là. Mais c'est une des plus belles surtout là. On l'envoie, il y a des canards et tout, sinon on l'envoie, il y a des pêcheurs, et on a vu tout à l'heure, il y a des femmes qui lavent le linge et tout. Voilà, je le dis parce que c'est au Louvre, hein, c'est la vallée d'Arc. Voilà, c'est un peu flou, mais bon. Voilà. Voilà, ça c'est une des plus belles à mon avis de Georges Marchand.
Je la trouve vraiment esthétique et tout. Là, à gauche. Donc ça a inspiré évidemment mon artiste. Hein. On doit avoir au château, on a un festolo de la rivière, qui est magnifique. Et puis, regardez, il y a toute une série. Alors on arrive à la rue Saint-Julien, anciennement Saint-Julien-le-Bas, et on va avoir pas mal de la maison Orville. Donc on voit la maison Orville qui vendait aussi bien de l'épicerie que des choses pour les voitures. Voilà, la maison Orville.